Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo décryptage. Celle-ci aussi, vous me la demandez depuis très longtemps. Depuis que j'ai ouvert mon blog, je crois que je reçois vraiment quasi systématiquement toutes les semaines une question me demandant mon avis sur la démarche éthique de Cézanne, et c'est souvent accompagné, de plus en plus même j'ai l'impression, de la marque Balzac. Vous les mettez souvent ensemble en fait dans vos questions. Que penses-tu de Cézanne? Que penses-tu de Balzac? Est-ce qu'il y en a un qui vaut mieux que l'autre? Est-ce qu'on n'est pas là sur un gros greenwashing? J'ai vraiment l'impression que ça vous turlupine pas mal, et puis ben vous avez raison, parce qu'en fait il faut se poser des questions, il faut pas gober comme ça tout le discours des marques. Encore une fois on y revient, c'est vraiment le principe de ces vidéos décryptage, c'est vraiment de vous donner les outils pour que vous, vous puissiez vous poser vous-même devant le site d'une marque et analyser un petit peu son discours, les informations que vous avez, etc. pour vous faire une vraie opinion de sa démarche, savoir s'il y a vraiment un fondement éthique ou si on est vraiment sur du vernis un petit peu posé sur des pratiques un petit peu douteuses. Donc voilà, aujourd'hui je vais enfin vous donner mon opinion sur ces deux marques et sur leur démarche. On va analyser ça ensemble, mais je vais avoir besoin de revenir un petit peu sur l'historique de ces deux marques. On va pas se contenter uniquement de regarder leur site web comme on a fait précédemment pour H&M, Conchus et Bonobo, parce que je vais rajouter une autre dimension en fait à l'analyse du site. C'est vrai que quand on a la chance d'avoir un petit peu d'historique et qu'on a regardé des reportages, etc., ça peut nous donner des clés. Il n'y a pas uniquement que le site de la marque et donc le discours qui est écrit dessus pour analyser sa démarche. Le problème en fait de l'analyse du site, c'est que on a uniquement la parole de la marque et ce qu'elle veut bien nous dire dessus. Donc nous on peut remarquer les manquements, donc c'est-à-dire où sont les labels, ok vous passez par ce cabinet d'audit pour les visites d'usine, mais est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? On peut remettre en question ce qui nous est dit, on peut dire qu'on n'est pas forcément d'accord, non, moi je mettrais pas ce t-shirt 100% coton dans la gamme Conchus parce que pour moi le coton classique qui n'est pas biologique, c'est pas forcément une matière éco-responsable. On peut avoir des avis sur ce que la marque nous dit, mais par contre quand on a uniquement que l'analyse du site, on se contraint en fait à analyser seulement les informations que la marque a bien voulu nous donner, et puis souvent avec des petits coups de vernis par-ci par-là pour nous faire croire que la démarche est vertueuse. Quand on prend un petit peu plus de temps et qu'on commence à lire des livres sur la mode éthique, à regarder des reportages surtout, on peut avoir 2-3 indices, et vous allez voir que ça va là me guider dans mon analyse. Alors c'est parti. Pour en revenir d'abord sur le fait que vous me parlez souvent de Cézanne et de Balzac en même temps, c'est parce que c'est vrai que leurs offres se ressemblent. Déjà en termes de style, on est vraiment sur quelque chose de très élégant, de bohème, de vraiment de chic en fait, un peu à la parisienne. C'est un petit peu comme ça que je décrirais les styles. Moi c'est vraiment deux esthétiques que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui se fait dans les deux marques. Donc voilà, en termes de style, on se positionne à peu près de la même façon. En termes de prix, on se positionne aussi à peu près de la même façon. Et depuis, je dirais 2 ans, on se positionne aussi de la même façon en communication. À savoir que ce sont des marques qui se revendiquent éco-responsables, engagées, voire éthiques. Et donc en fait je comprends que souvent vous les assimiliez toutes les deux. Donc on va un petit peu creuser ça, et je vais commencer par le cas Cézanne, parce que je pense que c'est celui vraiment pour lequel vous m'écrivez le plus. Parce que, pour ceux qui ne sont pas au courant, donc on est parti en tour du monde sans avion en 2019, en avril, et je dirais 5 ou 6 mois après notre départ, on est arrivé en Chine. Et arrivé en Chine, moi, ça faisait déjà des années que quasi toutes les semaines, je recevais des messages de votre part sur la démarche de Cézanne. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, écoutez, je suis en Chine, je vais envoyer des messages, un message à Cézanne pour savoir si je peux visiter leurs usines. C'est ce que j'avais fait pour d'autres marques pendant le voyage. En fait, je voulais profiter, d'être en Asie pour vraiment voir à quoi ressemblaient des usines en Asie. Parce que, selon moi, les dérives de l'industrie textile, elles s'appuient en fait sur le fait qu'on est dans une
opacité totale et que nous, en Europe, ben, on ne sait pas du tout ce qui se passe de l'autre côté de la planète, en Asie, dans les ateliers textiles. En fait, on n'a même pas idée de ce à quoi ressemble un atelier textile, etc. On ne sait pas. Et donc, je pensais que c'était intéressant de profiter de mon voyage pour montrer, pour voir en fait de mes propres yeux et pour montrer à tout le monde, pour retisser le lien entre ceux qui fabriquent nos vêtements et nous qui les portons. Donc voilà, cette histoire avec Cézanne et les ateliers en Chine, ça a pris quelques proportions parce qu'en fait, moi je me suis vraiment heurtée à un mur de silence, c'est-à-dire que je les ai contactés une fois, deux fois, trois fois, et que jamais, en fait, jamais on ne me répondait. Donc j'ai apporté en fait l'histoire sur Instagram pour espérer une réponse que j'ai eue, et puis voilà, en fait le résultat de l'histoire c'est que non, je ne pourrais pas visiter les usines en Chine, mais si je voulais, au printemps d'après, donc au printemps 2020, mais vous savez tout ce qui s'est passé au printemps 2020, on pourrait visiter tous ensemble une de leurs usines, donc avec toute l'équipe. Moi, ça m'intéressait pas tellement de toute façon de visiter, enfin voilà, d'accéder à une visite toute préparée, etc. C'était pas vraiment ça le but, en fait. Le principe, c'était simplement de, voilà, ben on n'a rien à cacher, on est transparent, on ouvre les portes, mais voilà, il y a eu différentes excuses, on prendra comme on voudra, par exemple, ben on peut pas te faire visiter à cause de la copie, on peut pas te donner notre adresse, enfin voilà, pour tout un tas de raisons. Mais en fait, bon, moi qui ne fais pas partie du métier, pour moi, c'est difficile en fait de me prononcer sur est-ce que cette excuse est valable ou pas. Ce que je sais par contre, c'est que d'autres marques m'ont ouvert leurs portes, même en Chine en fait. Donc bon, pourquoi est-ce que certaines marques peuvent le faire et d'autres pas? Bon, Cézanne a évidemment une présomption d'innocence, je pense que c'est important, disons que moi je ne peux pas me prononcer, je n'ai pas pu visiter les usines, je ne peux pas me prononcer. Après voilà, chacun en tire les conclusions qu'il veut, mais je pense que c'est aussi pour ça que je reçois si souvent des questions sur Cézanne, c'est parce qu'il y a eu cette histoire qui s'est passée il y a déjà plus d'1 an maintenant, et je vais vous dire maintenant, avec mon analyse, avec toutes les données que j'ai pu égrener, je vais vous donner mon opinion sur l'engagement de Cézanne. Donc là je suis sur l'Instagram de Cézanne, j'y suis allée parce que je voulais voir en fait ce qui était écrit, parce que moi en fait à l'époque où voilà, j'ai porté cette affaire sur Instagram, donc je voulais visiter les usines en Chine, et ben il y avait écrit, il se revendiquait comme une marque engagée éco-responsable. C'était les mots qui étaient écrits, et moi c'était les mots qui me dérangeaient, parce que je connaissais déjà l'historique de Cézanne, et ça me choquait un petit peu de voir écrit ça, et je vais vous en parler tout à l'heure, mais je vois là que ils ont enlevé ça. Ils ne se proclament plus comme étant une marque engagée éco-responsable, donc voilà, ils se sont un petit peu ravisés, et quelque part ça me rassérène un petit peu, parce que je vous avoue que ça me... je sais pas. Cézanne, c'est une marque qui existe depuis 2013, donc ça fait déjà 7 ans, et c'est une marque qui a beaucoup grandi en 7 ans. Ils ont un business model et surtout une communication qui fonctionne très très bien. En fait, l'image de marque est vraiment léchée à la perfection. On a l'impression depuis les tout débuts que c'est une marque de qualité, même à un moment, il y avait vraiment une communication sur le conçu en France. Cézanne faisait partie des marques qui utilisaient cette expression trompeuse pour tromper le client. Voilà, il y avait écrit conçu à Paris, conçu en France, alors que c'est simplement en fait l'idée, le prototype, ou même seulement parfois le dessin est conçu en France, et puis ensuite c'est produit ailleurs. Voilà, Cézanne jouait beaucoup là-dessus, il y avait vraiment un manque de transparence et puis des propos vraiment trompeurs sur ça. Et donc on avait l'impression qu'en achetant du Cézanne, on achetait de la qualité même fabriquée localement. Alors que la production de Cézanne, en fait, elle s'est délocalisée progressivement. Je crois qu'au tout début, ils produisaient en Europe, et il me semble au Portugal, ils produisaient à côté. Et puis la production s'est délocalisée, ils sont partis en Europe de l'Est pour terminer en Asie. Donc voilà, en fait pendant de très nombreuses années, ils ont joué sur cette image un petit peu du Made in France doré, alors que la production était délocalisée en Asie dans des conditions dont en fait on ne parlait pas du tout. Il n'y avait pas en fait avant, il y a 2 ans, de communication de la part de la marque disant que ils travaillaient avec des prestataires qui faisaient attention aux conditions de travail de leurs ouvriers, etc. Tout ça c'est vraiment arrivé il y a 2 ans. Il y a eu un scandale en 2015 sur M6 dans l'émission Capital. Il y a un reportage qui est sorti qui s'appelait La face cachée des soldes, où l'on voyait notamment un atelier textile en Macédoine qui produisait des vêtements Cézanne, où les ouvrières étaient payées à la minute, travaillaient 6 jours sur 7 et étaient payées moins d'1 euro de l'heure.
Donc ça a fait scandale évidemment. 2015, c'est 2 ans après l'effondrement du Rana Plaza, donc en fait on commençait à parler de ça, on commençait à parler des conditions de travail des ouvriers, des conditions précaires, et donc on voit ces images, et la marque Cézanne forcément incriminée là-dedans, et à partir de là en fait ils ont commencé à réfléchir et à s'améliorer, et tant mieux. Et vous allez voir d'ailleurs que je pense très sincèrement que la marque Cézanne est réellement dans une démarche d'amélioration depuis 2 ans. Mais voilà, à un moment dans la vie de Cézanne, c'est comme ça que s'est construit le business model, c'est-à-dire que on a une image super léchée de marque de qualité, et à côté de ça, on a des ouvrières textiles qui sont payées moins d'1 € de l'heure. Et ça, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo d'H&M, d'ailleurs j'en profite pour vous dire que je vous mets la vidéo de H&M Conscious et de Bonobo dans la barre d'infos si ça vous intéresse pour voir les autres décryptages. Donc comme je vous le disais dans la vidéo pour H&M, qu'est-ce que j'allais dire? Ils ont beau faire des progrès énormes en ce moment avec la collection Conscious, on n'oublie pas, il faut pas oublier qu'en fait s'ils sont devenus ce qu'est H&M aujourd'hui, si Cézanne est devenu ce qu'est Cézanne aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont profité à un moment donné d'un monde à 2 vitesses, avec des acheteurs qui vont être privilégiés et des ouvrières textiles qui vont être payées moins d'1 € de l'heure. C'est parce qu'ils ont profité d'un système comme ça, qu'ils n'ont pas tout orchestré pour que à aucun moment ça ne soit possible. Parce que quelle a été la réponse de Cézanne à ce moment-là? C'est que écoutez les gars, on peut pas être toute l'année chez nos fournisseurs, c'est pas possible. On a trop de fournisseurs éparpillés dans le monde. Nous, notre métier, c'est pas de surveiller ce qui se passe dans nos ateliers textiles. Et bien si, en fait, moi c'est ça que je demande à une marque, c'est de faire attention aux humains. C'est ça pour moi qui est important dans la construction d'une marque, c'est réellement, mais si, de trouver les bons fournisseurs, de s'assurer que personne en fait ne souffrira dans le processus de fabrication du vêtement. Je veux dire, si, bien sûr que si, c'est possible qu'une marque fasse attention. Et bien sûr que ça rend le contrôle beaucoup plus difficile quand on a énormément de fournisseurs différents, dans énormément de pays dans le monde. Bien sûr que ça rend la chose beaucoup plus difficile, mais est-ce que finalement la solution ce serait pas simplement de réduire la production à quelque chose de plus local et de plus maîtrisé, peut-être aussi? Voilà pour le petit retour historique sur la marque Cézanne. Vous voyez que parfois, un apport d'informations journalistiques, ça peut être intéressant, parce qu'encore une fois, l'analyse du site, on n'a que le discours de la marque, alors que quand on fait rentrer des enquêtes faites par des personnes tierces et des personnes neutres, ça apporte 2-3 détails qui peuvent être d'importance. Quand on arrive sur le site de Cézanne, dans À propos... Qui sommes-nous derrière l'étiquette? Alors derrière l'étiquette, à mon avis, c'est là où il va y avoir pas mal d'informations sur leur démarche. Donc le point sur nos actions durables et nos objectifs. Toujours innovante, mais sans cesse plus solidaire et durable, ce qu'elle se doit d'être, parce qu'elle place toujours les actions avant les mots et l'humain au cœur de ses choix. Je sais pas si vous avez vu, il y a un minou qui vient de passer. Donc voilà, l'humain au cœur de ses choix, on a vu que ça n'a pas toujours été le cas dans la démarche de Cézanne, mais peut-être, et moi je veux vraiment le croire, qu'ils sont dans une démarche d'amélioration. Pour ce qui est de leur démarche éthique et sociale, on verra après ce qu'ils ont mis en place, mais là ce que je vois, c'est qu'en tout cas pour le choix de leur matière, ils ont fait de réels progrès. Parce qu'en fait au départ, Cézanne c'est à foison des matières synthétiques, donc polyester, polyamide, acrylique en tout genre, c'est en fait ce genre de matière un petit peu fluide qui ressortait en fait le plus. Et d'ailleurs chez Balzac au début c'était comme ça aussi. Et je vois aussi qu'ils utilisent 3 certifications, la certification GOTS, la certification Ecotex et la certification FSC pour la viscose. Donc la certification GOTS, on en a déjà parlé plein de fois, c'est vraiment la meilleure certification que vous puissiez exiger en tant que consommateur pour la certification du coton bio. Et là du coup ils utilisent cette certification, alors que je ne sais pas si vous vous rappelez, ni H&M Conscious ni Bonobo ne pouvaient prétendre à ce label pour leur coton. Donc en fait voilà, H&M et Bonobo, quand ils parlent de coton bio, nous on n'a pas du tout la possibilité de le vérifier, parce qu'encore une fois ce n'est que des mots. Là, Cézanne, ils utilisent le label GOTS et ça nous permet nous d'avoir une garantie. Ils utilisent aussi le label Ecotex, c'est un label qu'on trouve de plus en plus dans la mode, c'est un label en fait qui certifie l'absence de toxicité sur le produit fini. Donc il n'y a pas... que le produit fini, donc celui qu'on achète, celui qu'on trouve sur le centre
en magasin ne contient pas de substances nocives pour la santé. Ça, c'est Ecotex. Et enfin, donc le label FSC qui va certifier la viscose. En fait, je vous en ai déjà parlé, la viscose, c'est une fibre artificielle qui est créée avec de la chimie à partir de pulpe de bois. Et donc, en fait, le label FSC, vous le connaissez peut-être, souvent vous le trouvez dans les agendas éco-responsables, vous savez, écrit à la fin. Ça veut dire que le papier qui a été utilisé vient d'une forêt qui a été gérée durablement. Et ben là, c'est pareil, ça veut dire que le bois qui a été utilisé pour la confection de la viscose est issu d'une forêt qui a été durablement gérée. Donc c'est une bonne chose, et en plus de ça, c'est un label qu'on voit pas souvent pour certifier la viscose. Donc bon point. Là voilà, dans leur matière éco-responsable, ils font un petit détail, et notamment 83% du coton qu'ils utilisent est biologique. Ça c'est vraiment super. À voir ensuite si 83% du coton qu'ils disent biologique, c'est du coton qui est certifié GOTS. Peut-être qu'on aura l'information tout à l'heure, ça je sais pas. Et donc la viscose certifiée FSC, et aussi 48% du cuir en tannage végétal. J'ai brièvement abordé la question dans la vidéo sur Bonobo sur le cuir, que c'est une matière extrêmement polluante parce qu'elle reçoit beaucoup de traitements pour transformer la peau en une fibre textile. Et en fait, le cuir qui reçoit un tannage végétal, c'est un tannage qui est beaucoup plus écologique que les tannages chimiques qui peuvent être majoritairement employés dans l'industrie du cuir. Donc c'est très bien. Après bon, 48% c'est moins de la moitié du cuir utilisé, mais encore une fois, on est dans une pente progressive et qui fait des progrès. Et finalement, c'est ça qui est important. Et donc, ils annoncent que pour 2021, ils espèrent atteindre 80% de matière éco-responsable dans leur collection. Donc encore une fois, voilà, comme je vous disais, on est sur une pente qui progresse, et c'est très bien. Il y a accès à leur bilan social et environnemental pour 2019, donc on va aller voir ça. Bon, là ils disent que 67% du coton est biologique, moi j'ai lu 83 tout à l'heure. Bon, écoutez, c'est pas grave. C'est un petit peu étrange, mais bon. Et donc ils expliquent que 41% de ce coton biologique est certifié GOTS. Donc, qu'en est-il du reste? Moi, en fait, en tant que consommatrice, je peux simplement déduire que 41% du coton qu'ils utilisent, mais non, c'est même pas 41% du coton qu'ils utilisent, c'est 41% du coton bio qu'ils utilisent qui est certifié GOTS. Donc, au final, c'est pas grand-chose, hein. Il faut faire 67 fois 41, ça fait 27,5% de coton certifié GOTS sur l'ensemble de la collection. Donc c'est pas tant que ça. Et pour nous, en fait, qu'on nous dise que c'est du coton bio, ça veut rien dire. Parce qu'encore une fois, si c'est du coton BCI, ça je vous en parlais dans la vidéo sur H&M, bah ça veut rien dire en fait, du coton BCI. Moi en fait, voilà, on aura beau me dire il y a 83% de coton bio, ou 67, mais en fait 41% du coton bio utilisé c'est GOTS. Moi en fait, ce que j'en retiens, c'est que 27,5% du coton utilisé chez Cézanne, c'est du coton bio, et c'est déjà bien. Donc ensuite, ils précisent que 65% du polyester utilisé est recyclé, ça c'est très chouette, que 47% de la viscose provient de forêts gérées durablement, ça on l'avait déjà vu, et 31% du cuir qui est à tannage végétal. Mais c'est pas tout à fait les chiffres qu'il y avait écrits, peut-être que ça a évolué, peut-être que ça a augmenté. Pour le tannage végétal, on était un peu plus, et pareil pour le coton bio, bon écoutez, je sais pas. Alors concernant leur engagement plus social et éthique, donc qui va se passer dans les ateliers textiles, il y a là un petit paragraphe sur voilà, le fait que, a priori, 100% de leurs ateliers sont audités, et je vois qu'ils font aussi appel aux audits BSCI. C'est les mêmes cabinets d'audit que Bonobo, et moi depuis en fait je suis allée regarder ce que c'était Amfori BSCI, je sais pas si vous vous rappelez, c'était les cabinets d'audit indépendants avec qui Bonobo travaillait pour ses usines, et en fait il s'agit pas réellement de labels à poser du genre ben voilà, on est allé auditer que tout se passe bien, et donc on appose un petit certificat qui vous dit l'usine est top. En fait c'est pas ça, Amfori BSCI et les audits indépendants, c'est simplement encore une fois une démarche dans laquelle on s'inscrit pour faire mieux. Mais c'est pas du tout un audit, par exemple comme avec GOTS, qui certifie que on correspond bien à tel critère, donc on appose le label et ça marche. C'est pas ça en fait. Donc pour nous consommateurs, ça ne nous dit pas grand chose sur qui a confectionné nos vêtements et est-ce qu'il l'a fait dans de bonnes conditions. Ça ne nous dit pas ça, ça nous dit simplement que la marque est engagée dans une démarche d'amélioration. Après ils indiquent qu'il y en a d'autres.
SMETA, ICS ou WCA. Donc a priori c'est d'autres cabinets d'audit indépendants que je ne connais pas, certainement parce que ça correspond aux situations géographiques, je suppose que chacun a un petit peu sa zone géographique, je connais pas ces cabinets-là. En fait, ils ont fait un petit schéma dans lequel ils rangent leurs ateliers en fonction de s'ils considèrent que les conditions de travail sont excellentes, très bien, conformes ou mises en garde. En mise en garde, ils ont personne, donc a priori selon eux, les conditions de travail respectent au moins les conditions de l'Organisation internationale du travail, qui sont les conditions de base à respecter. Ils ont 27%, donc ils ont rangé en catégorie conforme, et puis 33% en très bien et 40% en excellent. Ce qui manque quand même, c'est quels sont les critères qui permettent de ranger dans ces différentes catégories. Ensuite, ils font aussi ce qu'ils appellent renforcement de la traçabilité de nos collections, et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on voit qu'ils ont appris du fameux reportage de 2015. Là, le fait finalement qu'ils insistent sur la traçabilité des collections en faisant, donc, vous voyez, en 1, l'assemblage de la pièce finalisée, en 2, la fabrication de la matière finale, en 3, la transformation des matières premières, et en 4, la production des matières premières. On voit qu'ils essaient de suivre le fil rouge de la production du vêtement, en partant de la fabrication de la matière première jusqu'au produit finalisé. C'est très important pour une marque aujourd'hui d'essayer de retisser tout le réseau de ses fournisseurs, parce qu'en fait, très souvent, les marques, quand elles ne vont pas fouiller, elles achètent le tissu. Mais ce tissu, il a bien été fabriqué, il a bien été teint avant. En fait, très souvent, on ne va pas aller creuser jusqu'au bout de la filière. Ils expliquent qu'ils ont traçabilité de 100% de leurs prestataires de niveau 1, donc c'est-à-dire de confection. Ça, j'ai envie de vous dire encore heureux. 80% pour le niveau 2, 20% pour le niveau 3, et par contre, rien pour le niveau 4. Donc le niveau 4 étant la fabrication des matières premières. Mais c'est pas facile en fait de remonter les filières et de savoir comment ça se passe. C'est un travail qui est essentiel pour les marques parce que ça permet vraiment de savoir d'où vient son produit, de pouvoir l'expliquer, et puis surtout de s'assurer qu'il n'y a pas eu de catastrophe humaine sur la chaîne de production. C'est un travail essentiel pour la marque, mais c'est pas facile, c'est du travail. Et a priori, donc Cézanne y travaille. Voilà, je vais essayer d'aller vite sur Cézanne parce qu'après il faut que je passe sur Balzac et j'ai pas envie que cette vidéo dure 1000 ans comme d'habitude. Il est clair que Cézanne, depuis 2 ans, se remonte les manches pour remonter un petit peu la pente et redorer un petit peu son blason. Ils font énormément d'efforts, ils utilisent beaucoup de matières éco-responsables, ils font attention à certains procédés de fabrication, notamment pour les cuirs, en utilisant du cuir au tannage végétal. J'ai vu qu'ils incorporaient un petit peu de pignatex aussi pour remplacer le cuir. Ils font a priori voilà, des audits ou en tout cas des recherches pour retisser un petit peu le réseau de leurs fournisseurs. Moi j'ai pas de garantie suffisante pour m'assurer que les conditions de travail soient suffisamment bien respectées partout. À mon avis, c'est parce que c'est très difficile à faire pour eux, parce que ils ont étendu leur réseau et le contrôle est compliqué à réaliser et c'est difficile de remonter les filières, etc. C'est compliqué, ils essayent de bien faire, mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas suffisamment de garantie pour m'en assurer, et en plus de ça, le fait qu'on me ferme les portes de l'usine en Chine, c'est très personnel parce qu'encore une fois, il y a la présomption d'innocence, mais je sais pas, moi je conserve un doute, même si je note, et c'est incontestable, une volonté de s'améliorer et de mieux faire. Je constate aussi, et ça va me permettre de faire le pont vers Balzac, que Cézanne, et ça a toujours été, c'est des collections qui se renouvellent de manière très fréquente, et ça va pas évidemment avec le concept de la slow fashion, donc produire moins, produire mieux, consommer moins, consommer mieux. On n'est pas du tout là-dedans, au contraire, la communication de Cézanne, c'est une communication qui est extrêmement bien rodée et qui va faire en sorte que en fait, quand Cézanne lance une nouvelle collection, en général, au bout de quelques heures, tout est épuisé parce qu'il y a vraiment un phénomène d'électrisation, on pourrait dire. Vraiment, les gens sont appelés à acheter de manière impulsive avec Cézanne. C'est quelque chose qu'ils ont toujours réussi à faire. Ils sont très forts là-dessus. Et ça, quand on réfléchit la mode de manière globale, quand on essaye de réfléchir à la démarche, ça ne va pas, selon moi, avec une démarche engagée. Ça me permet pourquoi de faire le pont avec Balzac. Il y a quelques années, il y a 4 ans peut-être, quand j'ai commencé à m'intéresser à Balzac,
ils faisaient pas état spécialement d'une démarche plus éco-responsable, d'ailleurs il n'y avait pas encore de démarche éco-responsable chez Balzac, mais ou en tout cas d'une démarche éthique. Et en fait, Balzac, ils ont toujours fabriqué au Portugal. Ils n'ont jamais délocalisé en Europe de l'Est ou en Asie, à part pour certains produits où vraiment la matière se trouve sur place. C'est-à-dire par exemple, il y a eu à un moment du coton bio qui était fabriqué à Madagascar. Il me semble qu'il y a eu en Inde aussi, mais c'était vraiment ponctuel et pour vraiment un type de produit ou en tout cas une matière. Et ça a toujours été indiqué. Et donc pour moi, ça restera une marque un petit peu droite dans ses bottes qui essaye de faire au mieux localement et qui s'assure toujours, et là pour le coup qui met vraiment l'humain au cœur de ses décisions. Donc certes, chez Balzac aussi, ils ont des collections qui se renouvellent très souvent, ça c'est indéniable, donc on ne peut pas parler de slow fashion, on ne peut pas parler d'une démarche parfaite, mais on est sur une marque qui s'est construite en essayant de faire les choses bien. Alors, ça fait à peu près 2 ans aussi, je dirais, que Balzac s'est lancé dans une démarche un peu plus éco-responsable, c'est-à-dire en utilisant des matières plus écologiques. Avant, c'était exactement comme Cézanne, il y avait beaucoup de polyester, enfin beaucoup de matières synthétiques en fait. Ça fait 2 ans que Balzac aussi incorpore du coton bio, du polyester recyclé, du tencel, etc. Ça fait 2 ans aussi qu'ils ont entamé cette démarche, et ça fait 2 ans du coup qu'ils commencent, ou peut-être 2-3 ans, qu'ils commencent à communiquer sur le fait qu'ils sont une marque engagée et responsable. Donc au final, en fait, quand on regarde aujourd'hui, on est du coup fin 2020, c'est vrai que les deux images, Balzac et Cézanne, elles ont à peu près et la même esthétique, et les mêmes prix, et la même communication, et elles en sont à peu près au même niveau. Mais en fait, quand on regarde l'historique et les histoires des deux marques, finalement c'est pas du tout pareil, c'est pas la même chose qui s'est passé. Chez Cézanne, il y a eu des délocalisations, il y a eu pas mal de dérives, etc. Mais ils sont en train de revenir vers quelque chose de beaucoup mieux. Et Balzac, en fait, ils ont jamais vraiment cessé d'être dans cette ligne. Je fais un rapide petit coup d'œil sur le site de Balzac pour qu'on regarde un petit peu ensemble, mais je vais essayer de me grouiller pour encore une fois que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Je vois là qu'ils ont un onglet fabriqué en France, donc avec plusieurs produits. Et ça, mais ce serait génial que ce soit le cas. Balzac, moi ça m'a en tout cas jamais fait cet effet, je n'ai jamais vu de conçu en France, j'ai jamais vu en fait de propos trompeurs en utilisant cette expression-là. Et donc là, on est vraiment sur du fabriqué en France. Je vais cliquer sur le premier, le cardigan Fergosa, à 160 €. C'est un prix qui paraît tout à fait normal pour du made in France. Donc il y a bien écrit fabrication française. 100% laine mérinos française. Donc là effectivement on est peut-être réellement sur un produit qui est 100% fabriqué en France, puisque la matière naturelle, donc la laine, est elle-même issue de notre territoire. Donc ça a certainement été tissé, filé en France aussi, parce qu'on a encore le savoir-faire ici en France pour le faire. Et ensuite, donc elle a été non traitée, non teinte, et puis transformée en ce cardigan. Donc c'est chouette. Allez, je continue. Notre projet TPR, donc c'est ça, toujours plus responsable. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. Alors sur quoi je vais cliquer? Mode responsable. Donc là, je vois dans quel pays sont fabriqués vos produits, et donc ils expliquent que depuis leur début en 2014, donc vous voyez que ça s'est créé Cézanne et Balzac à peu près en même temps, depuis le début, la quasi-totalité de nos produits ont été fabriqués en Europe. Depuis janvier 2019, 95% de nos références sont par exemple confectionnées dans l'Union européenne, et plus particulièrement au Portugal, où nous produisons 87% de nos collections. Donc on est vraiment sur une production locale. Et en fait, vous savez que plus on est local, plus on a des chances que les ateliers, ce soient des ateliers qui correspondent aux droits du travail européens. Même si, et j'espère que j'aurai l'occasion de vous en reparler bientôt, même si il y a de nombreuses dérives en Europe aussi. Mais c'est quand même une sacrée assurance. Et il continue à expliquer qu'il travaille aussi avec des ateliers en Italie, notamment pour les sacs et les chaussures. Ça c'est parce qu'il y a un vrai savoir-faire du cuir en Italie et en France.
Et donc ils expliquent ce que je vous disais, donc il nous arrive également de produire certaines pièces en Inde et à Madagascar, sachant qu'il s'agit le plus souvent de produits labellisés GOTS, donc c'est pour le coton bio. Voilà pour ce qui est de l'éthique de la marque Balzac, que je trouve vraiment alignée quand même. Écologie maintenant, là je vois que ils utilisent de la viscose Ecovero, donc c'est une viscose qui est bien plus propre. Je vois qu'ils utilisent du tencel, qu'ils utilisent du polyester recyclé, bon du coton bio on l'a vu. Donc ça c'est hyper intéressant, mais j'aimerais bien voir des chiffres qu'on puisse comparer, parce qu'en fait moi j'ai quand même l'impression que chez Cézanne les chiffres sont assez gros de manière, en ce qui concerne l'utilisation des matières éco-responsables dans leur collection. J'ai l'impression qu'ils ont fait quand même un gros effort. Donc j'aurais juste voulu simplement comparer, avoir une idée simplement. Mais je sais pas si chez Balzac ils ont fourni les mêmes statistiques. Non, j'ai pas l'impression qu'on ait accès aux chiffres. Et si on fait un petit écart sur les collections, ce tissu il est magnifique. La robe Anaïs, par exemple, elle est en viscose Ecovero, justement. Et donc voilà, il est écrit dans la fiche produit que c'est fabriqué au Portugal. Et par exemple, chez Cézanne, je suis pas allée voir une fiche produit pour voir s'ils écrivaient où était fabriqué le produit. Par exemple, les hauts. C'est beau aussi, hein. Moi j'adore l'esthétique Cézanne, je trouve ça très très beau. Donc si on va voir la blouse Abélia par exemple, je vais regarder détail et compo. Cette pièce a été fabriquée en Bulgarie et là on est sur de la viscose. Donc on n'est pas sur de la viscose Ecovero, on n'est pas certainement sur de la viscose, enfin je suis tombée peut-être sur le mauvais article, on n'est pas sur de la viscose certifiée FSC, ça serait écrit je pense, on est sur de la viscose classique. Donc voilà, c'en est fini de mon petit décryptage rapide des deux marques Cézanne et Balzac. Je voulais vraiment parler de ces deux marques ensemble, parce que c'est vraiment souvent ensemble que vous m'apportez votre question comme ça. Et encore une fois, voilà, je comprends très bien. C'est vrai que quand on regarde aujourd'hui les deux images, elles se ressemblent beaucoup. C'est intéressant aussi de revenir un petit peu sur l'historique pour voir les démarches, même si, voilà, on peut commettre des erreurs, on peut se tromper et faire des progrès. Et je pense que Cézanne et dans une démarche vraiment d'amélioration et de progrès. Moi personnellement j'ai encore un petit peu en travers toute cette communication trompeuse sur le fait avec amour, à Paris, conçu à Paris, etc. Moi ça c'est vraiment des choses qui me mettent hors de moi, parce que c'est ça le vrai greenwashing, c'est ça qui fait que le consommateur se trompe et c'est ça qui fait que on ne peut plus faire confiance aujourd'hui au discours des marques, qu'il y a une espèce de méfiance, alors qu'il y a des marques qui essayent de faire les choses bien, qui sont engagées. Voilà, en fait il y a une mécompréhension totale du consommateur, on ne sait pas qui croire, on ne sait pas comment faire ses choix, simplement parce qu'il y a un manque de transparence évident, et ça, le fait avec amour à Paris, c'est typique en fait de ce greenwashing que je ne supporte pas. Donc moi c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec ça, même si je ne peux que souligner et féliciter les efforts qui sont faits depuis 2 ans. Ça va vraiment dans la bonne direction et c'est tant mieux, et je vous en parlais déjà un petit peu dans la vidéo d'H&M, c'est les marques finalement qui ont le pouvoir, qui ont l'argent et qui ont la réussite, qui vont pouvoir avoir le plus de poids et amener les fournisseurs eux-mêmes à se transformer, donc à proposer des matières qui vont être de plus en plus responsables, à utiliser des procédés de fabrication qui vont être de plus en plus écologiques, etc. C'est ces marques qui ont le pouvoir, qui vont pouvoir le faire. Donc finalement, tant mieux que Cézanne prenne ce genre de virage, parce que c'est important. Et mine de rien, ça rentre aussi dans une démarche globale de mieux, parce que plus il y aura de fournisseurs qui vont proposer des matières responsables et des procédés de fabrication éthiques, et des ateliers qui vont avoir des conditions de travail de plus en plus humaines, plus il va y avoir de marques engagés à la base qui vont pouvoir se lancer et pour qui le chemin va être un petit peu défriché, déblayé, et pour qui ça va être plus facile de se lancer. Finalement, voilà, même ceux qui n'étaient pas parfaits dès le départ, ils peuvent aider encore aujourd'hui, et je pense que Cézanne, même si on pourra toujours dire que c'est pour l'image, que c'est pour surfer sur la tendance, etc., malgré tout, voilà, ils affichent des chiffres qui sont excellents, et c'est tant mieux. Et pour ce qui est de Balzac, voilà, ils ont continué sur la même ligne finalement, même si aujourd'hui, du coup, on peut
un petit peu comparer les deux marques, en termes d'éco-responsabilité en tout cas, parce que moi en termes d'éthique je fais bien plus confiance à Balzac qui a toujours cherché voilà, à mettre l'humain au cœur de ses décisions, mais ça c'est vraiment uniquement mon avis. Voilà, j'espère vous avoir aidé à défricher un petit peu tout ça, j'espère vous avoir éclairé, à vous tous qui me posez ces questions tout le temps que je reçois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres doutes, d'autres interrogations, j'y répondrai vraiment avec plaisir. N'hésitez pas encore, comme à chaque vidéo décryptage, à me mentionner les marques en commentaire que vous voudriez que je décrypte un petit peu avec vous. N'hésitez pas aussi, mon petit speech habituel, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur Instagram où je donne des nouvelles tous les jours. Et puis moi, en attendant, je vous fais de gros bisous.